Alors, je vais vous passer en fait à tous la parole, puisque moi je suis là un petit peu pour ça. Je voulais juste peut-être lancer la discussion, Philippe, autour de cette question qui vient forcément quand on voit cet opéra. Et comme le sujet ce soir, c'est non, c'est la musique comme théâtre, évidemment, la question qu'on se pose, c'est l'écriture, l'auteur. Je crois que vous êtes passionné de littérature. Vous avez même écrit que, au départ, c'est la littérature qui vous a conduit vers la composition. Et là, on se dit Flaubert, qui est tellement présent, puisqu'avec Marc Paquin aussi, vous avez fait Voltaire et Flaubert. On se dit, Flaubert, quelle est sa place dans cette œuvre Bon, et alors dans là, votre œuvre? c'est un grand sujet. Si on commence à attaquer avec le pourquoi du comment justement de ce choix de Flaubert, ça vient évidemment de très loin. C'est vrai qu'à l'origine, j'avais éventuellement pensé, avant d'être musicien, que je serais écrivain. Mais les choses se sont passées autrement. Même si j'ai fait de la musique depuis presque toujours. Quand j'étais enfant, enfin, j'ai commencé la musique, j'avais 8 ans. Enfin, je ne vais pas vous faire toute l'historique de ma vie parce que ça commence à être un peu long. Ce que je disais tout à l'heure, je ne pensais pas que ça passerait aussi vite, Sinon, finalement. j'invite tout le monde à lire Déchiffrage, une vie en musique de Philippe Fénelon, paru chez Rive Neuve Édition et Archambault Éditeur. C'est vrai que là, on a le résumé, c'est absolument complet, c'est éblouissant, ne serait-ce que par ce journal intime qui revient régulièrement. Et donc, on a des éléments de réponse. Donc, pardon, mais c'était pour resituer. Oui, de toute façon, je ne vais pas faire une explication exhaustive, mais les choses ne se passent jamais comme on pense qu'elles vont se passer. Et par exemple, enfin, il faut que j'explique quand même certains points. L'Opéra de Paris, comment c'est arrivé? Je ne peux pas expliquer l'Opéra de Paris sans expliquer ce qui s'est passé avant, rapidement aussi, mais c'est pour un peu situer les choses. Harry Kupfer, le compositeur allemand qui, à l'époque de la DDR, était directeur du Komische Oper à Berlin, avait eu vent de ma musique, si je puis dire, et souhaitait travailler avec moi. Donc je l'ai rencontré, là je résume, c'était un peu compliqué, mais voilà, et c'était un type très célèbre pour ses mises en scène toujours très axées sur la violence de ce monde. Et oui, oui, il a fait beaucoup de choses à Bayreuth, mais enfin, il était très engagé du point de vue évidemment politique, DDR, très, très sombre, on va dire les choses comme ça. Et je lui ai proposé un opéra que j'avais écrit pour la Biennale de Venise, en faisant une grave erreur, c'est que je n'avais pas signé le contrat avec la Biennale de Venise. Et la direction de la Biennale, quand l'opéra a été écrit, m'a dit, écoutez, vous avez écrit 500 pages d'orchestre, une grande œuvre, certes très intéressante, mais on n'aura pas les moyens de le monter. Donc on va transformer l'opéra en concert de musique de chambre à la Fenice. Alors j'ai dit, mais ça, voilà, j'ai passé plusieurs années à écrire cette œuvre, et je me suis retrouvé avec Les Rois, justement d'après Cortázar, œuvre que j'avais proposée à Harry Kupfer. Et puis il était très occupé. La fin des Rois, c'est l'histoire de Thésée et le Minotaure. Et Thésée entre dans le labyrinthe pour libérer le peuple du labyrinthe. Et Kupfer trouvait que c'était une image trop positive du monde. Il voulait terminer l'opéra par quelque chose de négatif. Donc on a beaucoup parlé sur plein de sujets. Tout ça, je ne sais pas si je l'explique dans ce livre-là, mais en tout cas, je l'ai déjà expliqué. Donc j'ai proposé un Prométhée avant qu'il ne soit enchaîné, parce qu'un Prométhée enchaîné, c'est quand même un peu statique pour un opéra. Enfin bon, tout un tas de choses. Et on s'est rencontrés pendant assez longtemps. Et un jour, à une réunion à Berlin, je me suis énervé et j'ai dit, écoutez, ça fait 5 fois qu'on change de sujet avec Jean-Yves Masson. Il y a un opéra auquel je voudrais travailler, c'est Salammbô. Et il m'a dit, ah, formidable, on va partir sur Salammbô. En fait, je ne sais pas s'il a dit Salammbô, ok, pour me faire plaisir, mais en tout cas, c'est arrivé comme ça. Alors, pourquoi Salammbô?
Salambro, c'est vrai que c'est une œuvre qui est très scénique en fait. On peut, quand vous interprétez l'œuvre, quand vous commencez à écrire, je veux dire, pour savoir ce que vous allez en tirer dramaturgiquement, parce qu'il n'est pas question évidemment de faire une explication de A à Z, une utilisation surtout de A à Z de l'œuvre de Flaubert. Il faut donner votre propre lecture de l'œuvre, et c'est toujours ça qui est intéressant. Alors pourquoi Salambro? C'est comme quand on me demande pourquoi habitez-vous Barcelone ou pourquoi aimez-vous Forêt, par exemple. L'autre jour, Esparza me dit est-ce que vous aimez Forêt? J'ai répondu en direct à son émission, il n'y a qu'une chose que je n'aime pas, ce sont les tripes. Et donc tout le monde s'est un peu étonné de cette réponse, mais pourtant c'est ça. C'est-à-dire que vous me demandez pourquoi Flaubert, ben pourquoi pas Flaubert? C'était parti comme ça. Au moment où j'ai décidé de travailler sur ce texte, enfin je ne pourrais pas dire une raison extrêmement précise. Je savais que c'était une œuvre qui allait être intéressante dramaturgiquement. Pourtant, il y a le rapport au mot il y a le rapport au mot. Il y a le rapport au mot dont vous parlez quand même beaucoup, qui est très, très présent, qui est même presque un guide dans l'écriture musicale, me semble-t-il. Ben, c'est surtout le rapport au mot, c'est surtout ce que vous en faites, enfin, la manière dont vous traitez les choses. Il est vrai que pendant toute une période de mon écriture, j'ai écrit des choses plus, entre guillemets, contemporaines, c'est-à-dire un peu virtuoses du point de vue de la technique vocale, on va dire. Mais si on transpose ça sur une scène d'opéra, pendant 2 heures, on sait que ça ne donne rien. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est au bout d'un moment, je ne peux pas tout faire à la fois, mais parce que oui, j'ai pris froid hier, et du coup, c'est un petit peu difficile, mais je vais vous laisser parler maintenant. Et donc, il faut travailler sur la compréhension du mot. Et c'est surtout ça qui nous a intéressés avec Masson, parce que, en général, quand les gens vont à un spectacle de théâtre ou n'importe quel autre type de spectacle où des gens sont sur une scène, au bout de 5 minutes, si vous ne comprenez absolument rien du texte, tout le monde s'embête. Donc là, ce qu'on voulait, c'est comprendre ce qui allait se passer sur la scène. Et tout ça avant l'ère de l'intertitrage. Du coup, c'était vraiment important que ce soit compris. Hein. On vous laisse un peu boire. Donc peut-être que maintenant, j'ai lancé la conversation, peut-être qu'on peut poursuivre avec Stéphane. Puisque j'ai parlé de mots, je vais peut-être continuer. Après tout, c'est notre métier à Elsa et à moi. Ce qui est frappant dans l'ensemble de la trajectoire dramatique de Philippe Fénelon, c'est qu'effectivement, il est toujours compréhensible. Dans chacun de ses projets dramatiques, et il y en a eu beaucoup, c'est vraiment un des points communs. À mon avis, il y en a d'autres, mais c'est pas à moi de tout... de monopoliser le micro, mais celui-là, c'est-à-dire la parfaite intelligibilité du texte, ça donne un vrai repos à l'auditeur, au-delà des difficultés parfois de rentrer dans l'univers dramatique. Je parle pour moi, j'ai eu plus de mal à rentrer dans l'univers du Faust de Lenau que dans celui de Salambro. J'ai eu moins de mal à rentrer dans l'univers de La Cerisette de Tchekhov que dans d'autres pièces, mais peu importe. On me prenait par la main et on me donnait un texte soutenu par un orchestre que par ailleurs je trouve toujours très beau, très... Oh, si on devait dire un mot post-bergien, si vous voulez. Philippe, c'est quelqu'un qui a fait sien le grand héritage de tout ce que le XXe siècle a apporté de beau à l'histoire de la musique. Et en matière d'opéra, ça s'incarne dans un des grands compositeurs d'opéra du XXe siècle. Il y en a d'autres, mais Alban Berg est, à mon avis, celui qui est le plus dans le bagage génétique de Philippe. Mais je me trompe peut-être en disant ça. Je voudrais simplement rajouter une deuxième chose, parce que j'ai entendu quelque chose dans le film qui m'a énormément touchée. C'est ce moment où, Philippe, vous dites l'opéra m'appartient plus, je suis orphelin. Et ça, je trouve ça extrêmement émouvant. C'est une caractéristique de tous les grands compositeurs d'opéra, à toutes les époques. À peine
un opéra est-il monté sur scène que déjà ils sont complètement dans le suivant. Et je veux dire, tous les grands opéras de Monteverdi, ça marche comme ça. C'est très émouvant. Quand vous avez fini un quatuor à cordes, je parle peut-être d'une matière plus intime, vous vous dites « quel boulot, j'espère que j'en écris pas un de sitôt ». Et l'opéra, c'est juste le contraire. Vous vous dites « j'ai fini, il me faut un autre sujet ». Alors comment ça s'explique ça ? À la fois, c'est vrai que c'est une chose un peu difficile, une attitude difficile, parce qu'on sait quand on est compositeur, et là, il y a des compositeurs dans la salle, que pour faire représenter des œuvres comme celle-là, c'est vraiment c'est compliqué. Moi, j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois. Et notamment 3 créations à l'Opéra de Paris. Donc c'est vrai que c'est une chose rarissime. Mais à la différence, alors il y a quelque chose qui est très important, une chose très importante à comprendre, c'est que quand on rentre dans le monde de l'opéra, c'est-à-dire qu'on veut écrire pour un théâtre, on accepte tout un tas de contraintes. C'est-à-dire, on écrit avec un public pour un public qui est dans une salle, avec la frontalité, avec un décor, avec un orchestre en fosse. On peut inventer évidemment tout un tas de choses, et Dieu sait que dans la musique contemporaine on l'a fait, et moi-même je l'ai fait aussi dans la disposition des espaces des instrumentistes et même des chanteurs. Mais finalement, le public d'opéra, puisque on écrit malgré tout quand même pour des gens qui aiment ça aussi, le public d'opéra finalement c'est quelqu'un qui veut entendre tout le temps des histoires d'amour, de mort et de trahison. Finalement, c'est toujours un peu ça. Qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie ? Moins la trahison quand même, mais surtout l'amour et la vie, et c'est ça qu'on a envie de montrer. Donc c'est une attitude aussi face à la vie elle-même qui nous pousse à aller, une fois qu'on a terminé un opéra, aller encore plus loin, et encore un autre, et encore un autre. Mais après, il faut pouvoir les monter, ce qui n'est pas toujours facile. On n'a pas présenté Rémi Nicolas ni Marc Paquien, je crois. Rémi Nicolas, voilà, qui fait des lumières absolument merveilleuses. On s'était rencontrés sur YAM, c'est ça, je crois, un ballet que l'on m'avait commandé pour l'Opéra de Paris, qu'on a créé à Garnier. Et avec Anne-Marie Pêcheur aussi, qui est là dans la salle, avec laquelle finalement il y a presque tous mes amis là dans cette salle. Et Édouard Brazet, que je salue, que je n'avais pas revu depuis 37 ans, à Bayreuth. Et donc, on avait travaillé avec Rémi Nicolas sur YAM, sur Utopia au Festival de Besançon. Il s'était passé la chose suivante, une chose assez inattendue. Le directeur du Festival de Besançon, où j'étais en résidence depuis 2 ans, me dit, voilà, pour la clôture du festival, l'orchestre qui devait jouer le concert final nous lâche, fait un spectacle. Alors je dis, mais comment ça, fait un spectacle Non, tu fais ce que tu veux. Bien entendu, il n'y a pas d'argent, mais enfin, tu nous fais le spectacle de clôture. Et bon, c'est quand même un festival important. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On prend son téléphone, on appelle nos copines danseuses, nos copains danseurs, des instrumentistes, un chœur, Rémi Nicolas, Charlotte, Herly, qui travaille aussi avec nous. Enfin bon. Et on a construit quelque chose, et c'était une représentation formidable qui, hélas, n'a pas été prise en vidéo et qui a été jouée seulement une fois. Oui, et moi j'étais quand même un petit peu, comme un peu ce soir, un peu le cheveu sur la soupe. Parce qu'avant d'en arriver à la lumière, on passe d'abord par le choix du décorateur, du metteur en scène, du décorateur, du chef d'orchestre, je présume. Je ne suis pas un grand connaisseur d'opéra. J'en ai fait plusieurs, j'ai assisté à plusieurs représentations, mais je ne suis pas un grand spécialiste comme vous tous ici, ou une grande partie d'entre vous. Et j'aimerais arriver à composer de la lumière comme on compose de la peinture ou de la musique. On va y arriver, je pense, dans une vingtaine de générations.
Pour l'instant, pas encore. Et on arrive un peu effectivement à la fin, une fois que les choses sont un peu construites. Mais sur cette expérience précise, Philippe m'a fait confiance, comme il nous a fait confiance à tous les deux quand on a monté YAM, où on a choisi un chorégraphe, là, un metteur en scène. Et du coup, on a associé des désirs graphiques de Philippe, une musicalité écrite par Philippe, des danseurs, et tout ça a été improvisé en 3 jours, oui, à peu près. Oui, en très peu de temps, oui. Il y avait des vidéos aussi, voilà, qui avait monté des vidéos. Il y avait tout un tas de choses comme ça qu'on a mises en œuvre. Voilà, comme une espèce de performance qui est plus liée aux années 60 et 70, ou aux grandes expériences théâtrales des années 70. Et ça a très bien marché, parce que tout le monde a été très concentré. Ça a été joué qu'une seule fois. Il y avait un seul musicien violoncelliste de mémoire sur scène, et tout se passait dans la salle. Et le public a été conquis, charmé, et c'était un franc succès, je crois. En fait, j'avais fait construire, puisqu'il y avait une scène traditionnelle, une scène à l'italienne, j'avais fait construire, parce que c'était au Courzal de Besançon, dont la salle est un peu en rond, il y a des balcons en rond, et j'ai fait construire un praticable de 11 mètres de côté devant la salle à l'italienne, ce qui fait que les gens étaient autour et les choses se sont passées sur ce praticable. Et le musicien était derrière un tulle. Voilà, et le violoncelliste était, lui, sur scène. Et donc, il y avait tout un amalgame de choses. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup travailler malgré tout, toutes les contraintes qu'il y a toujours dans l'écriture, et encore plus quand on est dans des grandes maisons d'opéra, ou des moins grandes d'ailleurs, peu importe le format, on est toujours dans une grande liberté d'action. Il faut toujours garder cette liberté, cette manière encore une fois, de voir son propre travail et de se dire... après tout, j'ai envie de réaliser cette chose, et si j'ai envie de la réaliser, je dois pouvoir être capable de le faire. Et il faut se donner toutes les possibilités de le faire, même dans l'écriture. Parfois, on est contraint, on se dit, voilà, ça va être compliqué, mais finalement, il faut aller au bout, et puis c'est le travail qui amène le travail, et qui nous fait réaliser quand même les œuvres, et pouvoir les mettre en forme jusqu'à une finalité. D'ailleurs, entre le moment de l'écriture et la réalisation, quand elle arrive sur scène, j'imagine avec un metteur en scène ou avec les lumières, enfin avec tous les gens avec lesquels vous travaillez, est-ce que le sentiment d'être orphelin vient aussi finalement d'arriver à quelque chose d'autre que ce qui était au départ imaginé, ou au contraire, cette façon que l'œuvre a de vous échapper alors là, la rend réelle? Là, il y avait deux choses. C'est vrai que le mot orphelin était peut-être un peu fort, parce que c'est pas cette sensation exacte qu'on a quand on abandonne son œuvre. Vous l'avez dit, hein. Oui, je l'ai dit, mais bon, c'était comme ça dans la... Un mot, c'est un mot. Oui. Certes, mais c'est vrai que après, quand j'ai vu le montage du film, je me suis dit, ce mot va m'entraîner trop loin, et c'est pas exactement ça que je voulais dire, sauf que l'œuvre part dans le monde, et c'est vrai qu'on l'abandonne. Enfin, Graciane, c'est vrai, une fois qu'on a écrit, et puis on peut plus rien faire. Alors, quand il y a encore tout ce qu'il y a autour de... Pardon Philippe, ce serait presque le concert d'orphelin. Ce serait en fait un père qui voit partir ses enfants. C'est plutôt le contraire. Mais enfin, c'est quand même l'idée d'un deuil, d'une séparation, de quelque chose. C'est pas ça. C'est pas le père qui voit partir les enfants, son fils. Non, c'est autre chose. C'est vraiment soi-même. Enfin, et l'œuvre nous abandonne. Enfin, c'est l'œuvre qui part. Et ça fait une grande différence. Mais c'est lié justement à toutes ces collaborations, à toutes ces personnes qui s'emparent de l'œuvre et qui la font vivre. Alors voilà, justement, Marc, qui s'est emparé d'une de mes œuvres, qui s'appelle Flaubert et Voltaire. Alors tout le monde se demande évidemment pourquoi Flaubert et Voltaire. Il se trouve que, je fais aussi une petite explication avant que tu te donnes le micro, et tu vas parler longuement maintenant, parce que j'ai presque trop parlé. La ville de Genève m'avait commandé une œuvre, un opéra pour le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Donc nous avons conçu un opéra qui s'appelle JJR, et Citoyen de Genève.
qui a été mis en scène par Robert Carsen à Genève. Et au moment des répétitions, je suis allé au musée Voltaire et le directeur me montre les trésors du musée Voltaire, dont les bonnets de Voltaire, enfin bon, etc., des choses absolument merveilleuses. La première édition de Micromégas, enfin bon, des choses, des milliers de lettres. Et il m'ouvre un document et je reconnais immédiatement l'écriture de Flaubert, que je connais bien. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait là-dedans, musée Voltaire? Il se trouve que quand Flaubert avait une vingtaine d'années, 23, 24, 25 ans par là, il a lu toutes les pièces de théâtre de Voltaire. Et il y a donc sur un document toutes les citations qui l'intéressaient dans toutes les pièces. Il y en a combien de pièces? Une cinquantaine. Enfin, je ne sais pas exactement, mais je crois me souvenir plus ou moins de Voltaire. Et il a fait des commentaires sur toutes les phrases qu'il tirait de Voltaire. C'est un document absolument extraordinaire. Et au moment où j'ai vu ça, je me suis dit, Flaubert et Voltaire. Comme je venais de faire Jean-Jacques Rousseau, il fallait que je trouve justement un autre sujet et qu'il fallait que je vite me précipite. Et j'ai rencontré le célèbre Marc Paquin qui a pris mon œuvre et s'en est emparé et a commencé à la décortiquer. Et bon. Non, mais c'était tellement émouvant de voir le film, parce qu'il y a des choses que je connais de Philippe, et puis il y a des choses que j'ai redécouvertes, tout simplement. Et l'aventure de Flaubert et Voltaire, c'était particulier parce que j'ai été particulièrement ému au moment où tu disais que tu coupais dans le livret, parce que c'est quelque chose que j'ai reconnu de toi. Couper, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait quand on a travaillé Flaubert et Voltaire, et c'était la première fois que ça se faisait de manière aussi libre pour moi avec un auteur. J'avais eu une seule fois l'occasion de travailler avec un compositeur qui était Xavier Dayer pour les aveugles, et c'était la première fois que je faisais de l'opéra, et je m'étais bien gardé d'imaginer couper, enlever quoi que ce soit, mais on a d'abord travaillé sur le livret, ensemble. Mais vous avez vu dans le film que, par exemple, pour Saint-Lambeau, le chef de chœur ou Gary Bertini, le chef d'orchestre, n'avait absolument pas peur de dire là il faut couper, là il faut couper. L'angoisse étant toujours la longueur, en fait. Alors que ça n'est pas du tout le problème. Si la musique est bien, il n'y a aucune raison de couper. Ah bah bien sûr. Mais dans le texte, c'est autre chose. Mais dans le texte, oui, c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a plu dans notre relation, au-delà du fait que faire un opéra ensemble, c'était aussi la concrétisation d'une relation, d'une amitié, et c'était un cadeau incroyable de donner vie à quelque chose et de le laisser partir, comme tu dis. Mais c'est surtout que j'ai découvert que souvent quand on dit les metteurs en scène, on a hâte que l'auteur parte des répétitions pour pouvoir travailler. On se dit, mon Dieu, est-ce qu'il va rester longtemps pourvu qu'il ne vienne pas voir les filages. Enfin, c'est très dur à supporter, les répétitions de théâtre. C'est terriblement difficile de supporter l'échec des répétitions, des filages avant une première. Faut pouvoir avoir la distance nécessaire, et des fois quand il y a quelqu'un d'aussi important que l'auteur ou le traducteur ou même des gens qui après tout ne peuvent pas envisager l'échec d'une soirée de répétition, c'est difficile de devoir expliquer. Mais avec Philippe c'était le contraire. C'était un moment de partage incroyable, parce que j'ai découvert que tu adorais la scène, mais tout de la scène, c'est-à-dire que Philippe adore tout, et je trouve que son travail, sa musique est profondément faite pour la scène, parce qu'il s'intéressait à tout, du costume jusqu'à un bout de décor qu'on faisait ensemble, et la lumière, et comment ils allaient être maquillés, et les entrées, et je pouvais discuter avec lui, et évidemment j'ai toujours eu le sentiment que tu faisais de la mise en scène avec moi autant que moi, tout en me laissant absolument libre de faire tout ce que je voulais. Mais il y avait quelque chose où la pensée, je trouve, était totale. Et c'était une œuvre pensée totalement pour la scène, et tu étais aussi, tu faisais partie de ça, dans ces circonstances tellement particulières dans lesquelles on a répété Flaubert et Voltaire, et c'était un moment absolument incroyable de découverte aussi. C'était un assistant formidable, parce que j'avais la jambe dans le plat, je ne pouvais pas bouger, donc il m'apportait je ne pouvais rien faire, enfin, c'est très difficile, j'avais des béquilles, enfin, c'était horrible comme moment, mais comme assistant aussi, tu es formidable d'ailleurs. J'y songe pour une prochaine fois. Non, mais ça dépend des metteurs en scène, évidemment. Par exemple, un jour, Francesca Zambello me dit j'arrive à la répétition,
c'est un peu comme quand j'allais... une autre anecdote, quand j'étais au conservatoire, j'étais donc dans la classe de Messiaen, qui donnait 3 cours par semaine, lundi, mercredi, vendredi, je crois que c'était comme avec ça. Avec une chemise à fleurs à chaque fois différente. Voilà. Des chemises camarguaises. Les gens disent ce sont des chemises hawaïennes. Non, camarguaises. Attention, pas du tout. Je vous donne l'information. Et donc, il y avait 4 heures de cours lundi. Et moi, je venais de mon petit conservatoire de province et j'avais compris que c'était 3 fois 4 heures. Donc, je venais les 3 fois 4 heures et pendant 3 années, j'étais là tout le temps. Et je voyais mes copains qui venaient qu'une fois par semaine, de temps en temps. Il y avait cette espèce et je me disais, mais enfin, c'est quand même bizarre. Pourquoi je suis le seul à venir tous les 3 jours? Et un jour, on me dit, mais tu sais, en fait, quand tu es au cours de composition, c'est une seule fois dans la semaine. Mais évidemment, Messiaen ne m'avait jamais dit, il faut venir qu'une seule fois. D'ailleurs, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Et au moment de Salammbô, justement, Zambello me dit un matin, en me voyant arriver à 10h à pile, assis derrière la table de régie, enfin bon, etc., elle me dit, ah, mais c'est pas possible, tu viens pas encore ce matin, tu vas pas encore passer la journée avec nous à répéter. Et j'ai eu beaucoup de mal à leur faire comprendre que même si je ne disais rien, j'avais envie de voir comment les choses se passaient, hein, parce que c'est passionnant de voir comment les gens bougent, de voir comment les choses se montent. Alors c'est vrai que on peut s'intéresser à tout, mais alors d'une façon aussi assez distante, parce que c'est très compliqué. Moi, je ne suis pas technicien sur plein de choses. D'ailleurs, souvent, je me fais aider, comme vous l'avez vu, avec la technique de l'IRCAM, où je n'y connais pratiquement rien. C'est d'ailleurs marrant de voir les instruments qu'on utilisait il y a 20 ans, et les écrans et les appareils, etc., parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ça. Et pareil pour les costumes, le décor, enfin, etc. Mais je trouve que de voir tout cet ensemble qui se met en œuvre, c'est passionnant. Et puis c'est votre partition. Donc c'est vrai qu'elle ne correspond pratiquement jamais à ce que vous avez imaginé en l'écrivant. Ce qui est normal. Là, je reviens en effet là-dessus. Et ça dépend aussi des metteurs en scène. Mais normalement, les metteurs en scène vous ont un peu expliqué ce qu'ils allaient faire. Zambello avait expliqué. Avec Marc, on avait évidemment travaillé là-dessus. Mais j'ai travaillé avec Pet Allman, paix à son âme. Le pauvre, il est mort. Je ne l'ai rencontré que 5 minutes un jour. J'ai pris un café avec lui. On avait créé le Faust à Toulouse, puisque la création a eu lieu au Capitole. Et il m'a dit, bon, moi, tu sais, j'ai mon idée sur ton œuvre, hein, c'est mon interprétation de ton œuvre, j'ai pas besoin que tu sois là. Et il ne m'a plus jamais adressé la parole. Donc, c'est vrai que c'est bizarre, j'assistais aux répétitions, mais je ne pouvais absolument rien dire, il avait une idée fixe, et c'était comme ça. Donc, ça dépend vraiment des gens, puis la manière dont on se comporte aussi humainement, parce que c'était quand même un petit peu difficile de voir... qu'on mettait les barrières de cette façon-là. Mais alors Philippe, pour rebondir encore sur ce qu'a dit Stéphane au sujet de l'orphelinat, je me suis dit, au fond, c'est une mise au monde. Au fond, c'est une mise au monde. Oui, aussi, ça c'est ce qu'on dit en général, mais la mise au monde, pour écrire une partition comme celle-là, quand même, ça prend du temps. Hein. C'est très... Ah oui, c'est plus que 9 mois. Et puis, le problème de la musique, c'est ce que je dis toujours, et puis plus on avance en âge, et plus c'est compliqué, parce que techniquement, l'écriture de la musique c'est quelque chose de fastidieux, de très long, d'ennuyeux, etc. Solitaire automatiquement, parce qu'on peut pas faire autrement. Donc, on se fatigue. Enfin, même si on est très régulier, c'est très compliqué de maintenir une attention à ce que vous êtes en train de faire. Et alors, l'organisation de l'écriture se passe de la façon suivante, en tout cas pour moi. Quand je suis en train de travailler à une œuvre, je m'assois, je sais pas, à mon bureau, par exemple, à 9h du matin, je commence à écrire. Mais l'écriture
avec les heures qui passent, je passe pas 10 heures à ma table comme D'Annunzio. Hein. Écrire de la poésie ou de la musique, c'est pas possible. On peut pas écrire pendant 10 heures. Mais l'attention et l'écriture même va en diminuant. C'est-à-dire que vous commencez comme ça, puis au fur et à mesure, hop, voilà. Mais on en a écrit un bout quand même. Donc le lendemain, hop, on avance un peu le truc, on recommence là, hop, parce que la musique, il y a un défaut terrible dans la musique, c'est que c'est parfois ça va très vite. Alors vous avez un truc qui fait pas pour tout l'orchestre, le chœur, les 15 solistes ou je sais pas quoi, et ce comme ça qui dure 3 secondes et demie, transformé à tout l'orchestre et tout le reste, vous écrivez toutes les petites choses quand même. Enfin ça on sait. Et bien ça peut vous prendre des jours et des jours et des jours et des jours. Donc quand vous écrivez 2 heures de musique, comme je le dis comme ça, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est bien de couper dans le texte. Non, ce que je veux dire par là, c'est une boutade, mais je pensais à ces demandes de coupure. Ce qui est très intéressant de voir dans l'histoire de la musique, et Philippe a sa place dans l'histoire de la musique, dans l'histoire du genre, c'est que tous les bons opéras sont nés de la nécessité de la coupure. Je m'explique. Tous les grands tandems de l'histoire de la musique, que ce soit Mozart da Ponte, Boito Verdi, Hofmannsthal, Strauss, la correspondance entre les deux est absolument, nourrie par l'exigence du compositeur de modifier le texte. Et ceux des compositeurs qui ont accepté comme ça, sans moufter, un livret et qui n'ont jamais mis la main à la pâte, et ben dans les 3/4 des cas, pour pas dire les 7/8, l'opéra est très mauvais. C'est vraiment de cette... Donc, effectivement, Philippe est le créateur absolu, n'empêche que, pour que le truc tienne bien et que la pâte prenne bien, il y a un travail que je trouve assez passionnant de confrontation, de collaboration entre deux créateurs. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est très difficile, c'est que vous avez passé du temps à écrire ce que vous avez écrit. Et du coup, on vous dit, voilà, allez hop, les 3 pages, là, on les supprime. Et j'ai eu beaucoup de difficultés avec Gary Bertini là-dessus. Où il me disait, par exemple, le prélude, il est trop long. Oh, ça fait au moins 10 minutes, 8-10 minutes, etc. J'ai écouté Gary, je suis désolé, on vient juste de le chronométrer, ça tombait bien ce jour-là, et ça fait 3 minutes 10. Donc, c'est plutôt une sensation parfois, mais ça dépend aussi de la mise en scène, ça dépend de tout un tas de mais Philippe, il peut y avoir l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'on vous demande plus de texte, non ? Rarement. En tout cas, Strauss, ça lui est arrivé de demander à Hoffmann ça. Là, il me faut vraiment... ah ben oui, non, mais ça, c'est quand on est dans la phase de travail. En oui. effet, oui, ça, on a fait avec Marc d'ailleurs, mais beaucoup même. Parce que... Je pense que cette chose-là est vraie absolument pour tous ces métiers, puisqu'on fabrique un objet absolument inconnu, on ne sait pas très bien où on va, on pense qu'on maîtrise plus ou moins la situation, et puis quand il y a la convergence de tous les métiers, et des 2 premiers, le savoir, le maître absolu en l'occurrence, puis le librettiste derrière, plus tous les corps de métier qui viennent s'associer, en tout cas créatifs, pas forcément que techniques, on coupe, on enlève beaucoup, et on rajoute aussi beaucoup. Mais de la même façon, par exemple, quand on a fait YAM, justement, où Anne-Marie Pêcheur faisait les décors et costumes, des costumes de danseurs, c'est très difficile à faire, pour plein de raisons. Parce qu'il faut que ce soit confortable, il faut que le tissu, je ne sais quoi, enfin bon, bref, etc., que la longueur soit pas... Enfin bon. Et donc, il y avait des discussions tout le temps sur... il y a eu plusieurs discussions sur les costumes de YAM. Et sur les lumières, c'est pareil, enfin. Voilà. Le temps devient de plus en plus court, ça vous le savez, au moment où tout le monde converge. Et donc il faut avoir des décisions radicales sur les costumes, parfois sur le décor, exactement comme sur la musique. Mais ça se voit moins, parce que c'est juste en convergence en finale. Donc après, je ne connais pas assez ce rapport entre le librettiste et le compositeur pour savoir si c'est des choses qui sont courantes. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est complètement passionnant, l'affaire librettiste-compositeur, et on pourrait presque faire une soirée rien que sur ce thème, parce que vraiment un opéra, c'est toujours le travail musical sur un texte qui fait que les protagonistes de l'histoire
ne sortent pas de l'opéra dans le même état, enfin dans l'état où ils étaient quand ils sont rentrés dans l'affaire. Et vraiment, il y a une tension fertile entre ces deux-là. Et de ce point de vue-là, moi, je voudrais rendre hommage à Jean-Yves Masson, qui est un très grand poète, un immense traducteur, et je trouve un très très bon librettiste. Oui, je ne dirais pas le Vous contraire. confirmez, À la fois, le problème du livret est toujours très compliqué parce que, justement, le librettiste ne sait pas ce que vous voulez faire avec la musique. Et il y a toujours un problème dans l'organisation des mots. Le Rousseau que j'ai fait pour Genève, par exemple, le librettiste a écrit son livret en anglais, qu'il a fait traduire, et que j'ai dû après réadapter en fonction d'une cohérence littéraire, parce que, et même de vocabulaire, parce que c'était inchantable en fait, ça marchait pas. Et il n'y a que le compositeur qui peut savoir comment on peut chanter. Vous parlez de Strauss. Strauss, il faisait tout le temps modifier des mots par Hofmannsthal. Alors après, les compositeurs préfèrent écrire leur livret avec plus ou moins de bonheur. Wagner et d'autres. N'est pas Richard Wagner qui veut. Hein. Je prends comme exemple un compositeur que je connais un peu, qui est Hugo Wolf. Il a voulu écrire son livret. Eh ben, Mazette, on n'y arrive pas comme ça. Hein. Bah vous avez été tenté, vous avez été Moi, tenté, j'ai écrit plusieurs fois des livrets et des adaptations. Donc, pour le Flaubert et Voltaire, par exemple, où au départ, j'avais décidé de prendre le texte comme ça se présentait dans le manuscrit de Flaubert, c'est-à-dire de faire pas chanter de personnages, parce que je voulais pas qu'il y ait ce faux décalage et cette espèce d'anecdote entre Flaubert et Voltaire qui ne se sont pas trouvés ensemble, bien entendu. Mais il fallait trouver un moyen de contourner ça. Et j'ai au départ fait une adaptation de l'écrit de Flaubert, et je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise idée. Donc il fallait, parce qu'il n'y avait pas de dramaturgie dans cette histoire, c'était que des bouts comme ça qu'il fallait réorganiser, et finalement j'ai pensé complètement à autre chose. D'ailleurs, à quoi ai-je pensé ? Je me le demande encore. Mais non, mais parce que ce qui était tellement émouvant, je trouve, quand on a travaillé sur Flaubert et Voltaire, c'est qu'une œuvre musicale, une création mondiale, comme ça a été à Peyrellada, personne ne l'a entendu avant. Et on travaille sur quelque chose dont on ne sait rien, dont on sait peu de choses, et on ne fait que aller vers ce qu'on ne sait pas. Hein. Déjà en mise en scène, normalement, on ne sait rien d'une œuvre et on ne fait que aller vers ce qu'on ne sait pas. À la fin, bon, quelque chose se découvre peut-être. Mais là, avec la musique, en plus, c'est pour ça que je trouve que la place, la présence de Philippe était quelque chose de tellement précieux, parce que moi, la musique, je ne la lis pas, en plus. Donc, c'est compliqué. Comme beaucoup de metteurs en scène, bien sûr. Mais je ne lis pas la musique. J'entendais juste la transcription au piano, et je travaillais en imaginant quelque chose qui de toute façon ne serait pas. Voilà. Et donc c'est très particulier, mais la collaboration qu'on a eue ensemble, et c'est vraiment, je trouve, très rare de pouvoir imaginer, rêver à quelque chose ensemble, voilà, et chacun apporte son univers, chacun va vers quelque chose. On se rencontre ou on se rencontre pas tout le temps, peu importe d'ailleurs, et il y avait plein de surprises. Les derniers jours de Flaubert et Voltaire, les derniers jours de répétition, je trouve qu'il y avait tellement de surprises qui arrivaient sur scène avec les trois chanteurs, la présence de l'orchestre, et ça c'était magnifique. Et le jour où la musique est là et surgit, c'est quand même un moment absolument incroyable, unique, tellement émouvant, et on se pose plus de questions. Et c'est là où je trouve que l'œuvre de Philippe était tellement forte, c'est que c'est là, et c'est comme ça devait être, justement, avec le livret, avec ce qu'on avait changé, mais tout travailler ensemble, tout coller ensemble. Mais sans jamais au préalable avoir entendu l'œuvre. Dans une transcription piano, donc pas vraiment, non. Mais on en avait tellement parlé, puis bon, moi je connaissais le travail de Philippe, donc je savais où ça se situait quand même, parce que j'avais déjà entendu les œuvres de Philippe. Mais c'est absolument, c'est formidable, je trouve. Mais le piano donne quand même le temps
de la représentation. C'est quand même très très Oui, important. oui, le temps. Oui. Hein, parce que le temps en musique, c'est pas le temps du parler, et comme votre travail dans sa poétique, elle doit s'inscrire dans le temps du compositeur. Et puis moi, je trouve que ça détermine aussi beaucoup la beauté d'une œuvre. C'est-à-dire que Salammbô, que j'aime énormément, c'est très beau au piano aussi. Je pense que ce qu'on soulève comme question, c'est pas que ça. C'est on a les mains dans le cambouis. Philippe a eu les mains le premier dans le cambouis en écrivant, après le librettiste ou en même temps, et puis le metteur en scène, et puis toute la mise en place du système. Et ce qui fait bouger les choses, qui après vont rester quelque chose de totalement éthéré, abstrait, magnifique et romantique un petit peu, en fait, c'est des gens qui sont en train de travailler. Et comme ils travaillent sur un sujet absolument inconnu, enfin perceptible, avec un savoir-faire chacun, mais inconnu, l'objet restera un objet que personne ne maîtrise. Alors que quand on est à l'écoute de ce qui a déjà été fait, je pense qu'on ne reçoit pas les choses de la même façon. Le temps, justement, le temps des répétitions au piano est un temps sec et un temps sans couleur surtout. Et ce qui fait la grande différence quand on se retrouve avec tout l'orchestre et qu'on entend la couleur de l'orchestre alors qu'on n'a entendu que des rythmes au piano, d'accord, le temps qui se déroule, mais c'est un temps où il n'y a que des rythmes. Et souvent, les gens sont très débordés par ça. Ça les effraie de n'entendre qu'une succession de rythmes. D'ailleurs, quand vous voulez transcrire une œuvre à l'informatique pour voir ce qu'elle va donner dans la durée, ça donne des successions rythmiques, donc des bruits de rythme qui ne correspondent pas du tout à la couleur de l'œuvre, parce que la dynamique de l'œuvre, c'est quand même cette couleur et cette richesse orchestrale. Il y a aussi la question de l'écriture, Philippe. Vous le dites dans le film, à un moment, le compositeur ne doit pas faire moderne. J'aime beaucoup cette approche-là de l'écriture et du compositeur par rapport à cette question et ces questions en général, d'ailleurs. C'est une question essentielle chez le créateur. C'est-à-dire que si vous voulez faire moderne, vous êtes toujours en déphase avec la réalité. C'est-à-dire on ne peut pas se dire je veux faire quelque chose de moderne parce qu'il y a quelqu'un qui fait un truc plus moderne 2 secondes après, et alors vous en êtes où avec votre désir? La modernité, oui, mais d'un seul coup, il y a des choses qui émergent et qui sont absolument fabuleuses. On dit ah, ça c'est très moderne, mais ça vient de beaucoup plus loin. C'est pas une chose qu'on peut décider comme ça. Klee, Stravinsky, je sais pas quoi, il ne décide pas un jour de dire ah, aujourd'hui je vais faire moderne, c'est parti. Non, il y a quand même toute une dynamique dans l'histoire qui nous explique tout ça. Et on est moderne à l'époque de Monteverdi, de la même façon qu'on est moderne aujourd'hui. C'est une trajectoire historique, la modernité. C'est pas une décision de quelqu'un. Et alors comment, c'est une question un peu vaste, mais dans un livret d'un disque que vous avez enregistré, Jean-Pierre Derrien dit de vous, vous êtes un artisan compositeur. Et c'est vrai que quand on lit votre livre, Déchiffrage, on comprend que l'écriture est un travail, mais qu'il naît de beaucoup de choses qui sont autour de vous. C'est ce que vient de dire Rémi. On met les mains dans le cambouis, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est entraîné dans l'écriture, dans la vie même, c'est tout ce qui est autour de vous qui est transformé en œuvre. Et c'est ça qui est difficile à percevoir quand on est jeune. Par exemple, c'est de savoir comment transformer le téléphone qui sonne, le chien qui aboie dans la rue, la voisine qui passe l'aspirateur, enfin bon, toutes ces choses-là qui ne doivent pas nous troubler et qui doivent être transformées en œuvre. Mais transformées pas pour mettre de l'aspirateur dans mon œuvre, c'est de l'intégrer et que toute cette intégration, elle soit effective pour arriver à mener à bien ce que vous voulez faire. Mais c'est vrai qu'il y a encore une fois, c'est toute la vie qui nous entoure qui fait qu'on arrive à faire ce qu'on fait.
et tout ce qu'on a vécu dans notre enfance ou pas. Je ne suis pas orphelin. Enfin, je veux dire, je n'ai pas été orphelin, donc je regarde ça, enfin, la modernité, orphelin, sont des mots qui sont d'ailleurs qu'on pourrait peut-être mettre ensemble finalement dans le même paquet, mais c'est la vie même qui nous entoure, qui nous permet de créer, comme on le sait. C'est pas une détermination. La détermination est quelque chose qui souvent me déplaît, enfin, si on peut le dire comme ça, en disant voilà, je vais construire des grilles de composition pour écrire mon œuvre. D'accord, on peut le faire, mais en fait, votre œuvre ne correspondra pas à ces grilles de composition. C'est autre chose qui se passe. La musique, c'est quand même quelque chose qui est lié à l'émotion, à la sensibilité, à tout ça, quoi. C'est à l'amour. Moi, justement, par rapport à ce que tu dis là, je voudrais dire une phrase que tu as indiquée dans un des disques que tu as fait. Et tu as dit une chose très belle qui, moi, m'a touchée beaucoup aussi pour moi-même. Nous nous employons à une œuvre pour que notre propre chant nous émeuve nous-mêmes. Et ça, je trouve ça très, très juste. Quand on écrit de la musique, en fait, on cherche déjà à se faire vibrer soi-même. Je trouve que c'était une très belle phrase. Oui, parce que sinon, si vous n'êtes pas ému vous-même par ce que vous faites, c'est quelque chose qui est complètement extérieur, et alors ça n'existe pas. Pour la peinture, c'est la même chose. On doit avoir cette émotion. C'est essentiel. Mais justement, pour finir autour de cette question de la musique comme théâtre, au moment où l'œuvre est donc représentée, vous êtes tous ensemble à avoir collaboré à cette mise en œuvre et qu'elle est là, elle est devant vous. Vous le dites dans des chiffrages, hein, vous dites que ça peut être l'occasion d'une prise de conscience quand effectivement voir cette œuvre que vous avez pensée, écrite, entendue, jouée, réalisée dans sa complétude. Est-ce que c'est l'occasion aussi de prendre conscience de ce que vous vouliez dire et qui vous a échappé, évidemment? Alors, ce qu'on veut dire, je ne sais pas si on arrive à dire ce qu'on veut dire, parce que c'est vrai que ça, c'est peut-être le plus compliqué. Moi, je n'écris pas de la musique pour dire autre chose que ce que la musique dit. J'ai intitulé ce livre « Déchiffrage ». L'autre jour, on m'a dit « Ah, mais c'est votre déchiffrage ». Je dis pas du tout, c'est le déchiffrage que les lecteurs vont faire de ce livre. C'est pas le mien. Moi, j'ai rien à dire de plus que ce que j'ai écrit. C'est votre déchiffrage, de la même façon que lorsqu'on on joue une œuvre, ou on entend une œuvre, c'est l'interprétation de celui qui est en train de la jouer qui nous met devant cette musique, et cette musique, elle n'est pas la même pour tout le monde. On ne l'entend pas tous de la même façon. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas telle ou telle œuvre. Donc il y a toujours cette manière de se confronter à la mise en abîme de cette musique qu'on a écrite, et mon théâtre n'est pas le théâtre des autres. Alors sa réalisation encore moins. C'est vrai que quand on voit l'œuvre représentée ou jouée, parfois elle est jouée par des interprètes d'une façon totalement différente de ce qu'on avait pu imaginer. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas bien entendu. Au contraire, chacun a le droit d'interpréter une œuvre comme il le veut, de la même façon qu'on lit un livre en déchiffrant ce qu'on veut lire dans ce livre. Est-ce que c'est pas mal, hein, ouais. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir s'il y a des questions, parce que je trouve que c'est une jolie façon de terminer. Jean-Paul Faré. Est-ce que Saint-Lambeau, ça a été joué après beaucoup ailleurs? Beaucoup. Une œuvre comme celle-là, elle a été reprise à l'Opéra de Paris dans deux saisons après. Mais des grandes entreprises comme celle-là, c'est très difficile à monter, et encore plus aujourd'hui où les difficultés sont nombreuses. Oui, c'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est que malheureusement ces œuvres très puissantes, et vraiment il faudrait qu'elles puissent évidemment être jouées plus souvent et plus largement entendues et montées, parce que moi je trouve que c'est un travail colossal, et de savoir que Saint-Lambeau par exemple s'est joué combien de fois finalement?
qu'un soi. Ça représente un travail considérable pour tout le monde, hein, les chœurs, enfin je veux dire tout le monde, et je ne parle pas des solistes, et que tout ça ne soit entendu que si peu de fois et joué, parce qu'on sait pour être, quand on est sur un plateau, le plaisir c'est de revenir sur l'ouvrage, de rejouer, de jouer et de jouer encore. Voilà, je trouve ça. Moi, j'en parlais avec Philippe et je disais, une œuvre comme Salammbô, il aurait fallu qu'elle tourne beaucoup plus souvent. Le problème est que les théâtres veulent toujours de la nouveauté, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours commander à d'autres compositeurs parce qu'ils ont des budgets pour ça, parce qu'on leur donne un budget pour les créations, et du coup. Sauf à la SACD, nous avons un fonds de création lyrique qui soutient les reprises d'opéras écrits après 1970. Absolument, absolument. D'ailleurs, on en a tous profité, ça c'est formidable. Mais c'est vrai que, par exemple, l'Opéra de Paris, pour ne parler que de l'Opéra de Paris, où j'ai eu plusieurs opéras, Salammbô, qui a été la première création contemporaine là, on a détruit le décor déjà. Les costumes ont été, je ne sais quoi, enfin bon, donc du coup... il faudrait tout refaire à chaque fois, mais il y a cette espèce à cause de ces aides, on me demande toujours quelque chose de nouveau, et évidemment j'essaie de recaser des choses existantes, parce que là je vais écrire mon 9e opéra, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, et du coup ça entraîne des complications énormes, mais de toute façon, Salammbô ne pourra pas le remonter pour ces raisons-là. Dans une autre mise en scène, oui. Etc. Oui, mais enfin, bon, c'est... C'était pas la même chose avant, dans les compositions, quand Haydn tous les matins devait produire une messe, ah oui, ça c'est etc. Est-ce que c'est pas un cycle récurrent Non, mais moi, tous les matins, on ne me demande pas d'écrire ni une messe, ni etc. Et je ne suis pas payé. Le principe de la nouveauté. Oui, mais autrefois, on jouait les choses tant que ça marchait. On n'avait pas ce problème de la courbe de Gauss qui est terrible. Hein. Vous savez, la question de la courbe de Gauss, je suis nulle en économie, mais ce truc-là, je l'ai compris. C'est-à-dire qu'un opéra, plus vous le représentez, plus il est déficitaire. Quel que soit son succès, et c'est pour ça que les maisons d'opéra, même quand le truc pourrait faire caisse pleine, enfin pourrait faire toutes les salles pourraient être salles pleines, pardon, toutes les fauteuils pourraient être vendus. Si vous faites 37 représentations, vous êtes infiniment plus déficitaire qu'ils en ont fait 26. Je crois que la jauge c'est 8 ou 9 représentations. Hein. Mais ça a changé après la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque de Puccini, ce qui est extraordinaire, c'est que une semaine après qu'il avait créé son œuvre à Rome ou à Milan, on la jouait à Londres, à Buenos Aires, à New York et ailleurs. Enfin, et pendant les années suivantes, on jouait ces œuvres-là. Et tant que ça marchait, on les jouait. C'est-à-dire, comme au théâtre. Par exemple, prenons le Domino Noir que certains ont peut-être vu à l'Opéra Comique. Entre le moment où il y a eu la première et le moment où on s'est arrêté de le jouer, il y a eu 1000 représentations. 1837. Hein. Eh ben, justement, le poids de l'économie. Le poids de l'économie. C'était pas rentable, mais c'était une autre économie du spectacle. De toute façon, c'était pas rentable. Je pense que le ratio on ne sait pas en fait. Et puis surtout, moi, j'ai vraiment pas de compétences dans ce domaine. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une diva, fût-elle une des grandes divas à Paris en 1830, son cachet n'avait rien à voir avec le cachet du centième d'une Calas, par exemple. C'est tout ça qui s'est envolé. Et effectivement, la coupure est probablement la Seconde Guerre mondiale. D'autres questions ? Non, des compliments, parce que c'est superbe. D'abord, la musique est formidable, et ce que tu dis vraiment me touche beaucoup. C'est vraiment formidable. Merci. Et ben alors j'en profite pour tous vous inviter à lire des chiffrages pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que on y apprend énormément de choses, c'est vrai. Et c'est sorti chez Archambault Éditeur et Rive-Neuve Édition. C'est passionnant pour ceux qui ont aimé cette discussion. Vous en saurez beaucoup plus dans cet ouvrage. Merci à vous tous. Je voulais juste dire une petite phrase de Mark Twain qui va rejoindre un peu tout ce qu'on vient de dire. Il ne savait pas que c'était impossible.
Alors ils l'ont fait. Donc, merci à Marc Paquin, Philippe Fénelon, Stéphane Goldet, et Rémi Nicolas.